venez, vous faites un état des lieux de ce qui se passe, comment je gère tout ça. Et puis la restitution d'Agathe me dit bon bah voilà, t'as quand même un management de super-héros. Je fais merci Agathe, ça fait tellement plaisir. Elle fait non mais t'as pas compris en fait. T'as un management de super-héros. Alors explique-moi. En fait, c'est pas bien. C'est un gros problème. Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans Le Faire en Vrai, je reçois Kevin Pierre-Émile, président de FIV Maintenance. On va parler de management évidemment. Aujourd'hui, on va parler de manager super-héros et pourquoi il ne faut pas l'être. Et puis, on parlera longuement des filières experts et comment on fait pour développer dans une entreprise autre chose que le management pour promouvoir les gens. Salut Kevin. Salut, ça va? Ouais, très bien. Je suis hyper heureux de t'avoir avec nous. Merci d'avoir bravé les transports. C'était pas très facile pour nous. Ah, aujourd'hui, ouais, c'était un peu compliqué. Ouais. T'étais en Italie, je crois, hier. Exactement. On est en pleine grève de la réforme de retraite, hein, donc se déplacer est toujours un peu une victoire quand on arrive à destination. Donc bravo. Kevin, je suis très content que tu sois là. On va parler de management ensemble tous les deux essentiellement. Mais avant, il faut quand même qu'on présente un peu la boîte d'où tu viens parce que tu travailles dans une entreprise que nous, chez Albus, on adore qui s'appelle FIV Industrie. FIV tout court. FIV tout court. Et qui est une entreprise qu'il faut que tu nous présentes un petit peu parce qu'elle n'est pas si connue du grand public. Ouais. Alors FIV, c'est une vieille dame de la mécanique. C'est une très grosse société qui a plus de 200 ans d'histoire, qui est née à Lille, hein, FIV Lille. Alors je vais pas faire toute l'histoire de FIV, mais en gros c'est un groupe qui fait à peu près 2 milliards de chiffre d'affaires. Ce qu'il faut retenir, c'est que on a différentes activités, mais sur des métiers de niche, avec une position de leader mondial. Donc c'est souvent pour ça qu'on n'est pas très connu du commun des mortels. Par contre, les industriels nous connaissent très bien et en général, on est connu et très reconnu. On fabrique les machines de très haute cadence les plus rapides du monde et les plus fiables du monde. On fabrique les machines-outils pour l'aéronautique aussi. Donc on a des vraies références. Et en fait, FIV Maintenance, donc la société que je gère, a été créée il y a 20 ans pour assurer la maintenance de ces constructeurs du groupe. Donc en gros, voilà, c'est ça. Dans le groupe FIV, donc il y a des BU qui fabriquent des outils, des machines, des choses, des process très techniques. Et les clients sont des usines d'autres industriels, hein, tous ceux qu'on connaît pour le coup, les Airbus, l'aéronautique, l'automobile, la logistique, etc. Et toi, donc t'es le président d'une BU qui fait de la maintenance, c'est-à-dire que tu répares ou tu entretiens des outils chez des autres usines de FIV, mais surtout chez des tas d'autres clients, c'est ça? Exactement. On assure la maintenance des constructeurs du groupe, mais surtout et avant tout de tous les industriels qui peuvent avoir des équipements industriels. Voilà. Donc tes clients, c'est des usines. C'est des usines. On adore les usines. Voilà, bah pareil, c'est un point commun qu'on a tous les deux. FIV Maintenance aujourd'hui, c'est 600 personnes. Ouais, c'est ça, un peu plus de 600, 650. Ouais, donc c'est déjà une belle boîte. Ouais. Et tu la diriges depuis combien de temps? Ça va faire presque 2 ans, ouais, c'est ça. D'accord, c'est pas extrêmement ancien. Et avant, tu étais déjà chez FIV. Oui, en fait, j'ai fait mes 13 premières années chez FIV Maintenance, donc du démarrage de FIV Maintenance jusqu'en 2013, à peu près 2014. Et puis, bah, c'est le truc chouette dans le groupe, on peut basculer d'une activité à une autre. Donc, j'ai eu deux autres activités, une en logistique et une dans le métier de la construction tuyauterie chez FIV Nordon. Bon, bah super. Alors chez Albus Media, vous savez qu'on aime tous les managers. On en reçoit parfois qui ont des toutes petites équipes. Là, on reçoit Kevin qui a une équipe importante. Hein, et surtout, quand on est président, ce qui est intéressant et on va le voir dans notre discussion, c'est qu'on a la chance et la responsabilité de devoir concevoir des systèmes. Donc on va parler de ça dans la deuxième partie de notre discussion. Mais dans la première partie de notre discussion, je voudrais qu'on parle de ton style managérial. C'est d'une découverte que tu as fait sur ton management il y a quelques années. Il faut que tu nous racontes cette anecdote qui met en scène notre camarade Agathe. Ouais, que j'aime beaucoup, qui m'a bien fait progresser. Le style managérial, ça me fait rire parce que c'est le genre de question qu'on peut avoir en entretien. Quel est votre style managérial? Oui, c'est ça. Alors, monsieur Pierre-Émile, quel est votre style managérial, s'il vous plaît? Et en fait, 3 qualités, 3 défauts, je veux. Exactement. Non, c'est vrai que de cette rencontre, j'ai beaucoup progressé. Alors, ce qui s'est passé hein, dans les grandes lignes, FIV Maintenance, en fait, on s'est beaucoup construit tout seul. On était une toute petite société. On faisait 3 millions, on était 30 personnes. Et puis, on a grossi au fil de l'eau pour plein de raisons. Et puis, bah, comme tout, le management, c'était plutôt autodidacte. Alors, on a de temps en temps quelques formations, mais voilà, bref. Et donc, plutôt pas mal de succès pendant toute ma carrière, parce que croissance chez FIV Maintenance. Ensuite, j'ai basculé dans une autre société, notamment à un moment donné chez FIV Nordon. Et le démarrage dans cette société-là, il y avait un vrai enjeu de reconstruction de l'activité industrielle. Et ça démarrait sur les chapeaux de roue, tout allait bien. Et puis, pour accompagner la croissance, à un moment donné, j'ai fait appel à vous parce qu'il y avait une question de réorganisation. Et puis,
Et donc, vous venez, vous faites un état des lieux de ce qui se passe, comment je gère tout ça. Et puis, la restitution d'Agathe me dit, bon, bah voilà, t'as quand même un management de super-héros. Je fais, merci Agathe, ça fait tellement plaisir. Elle fait, non mais, t'as pas compris en fait. T'as un management de super-héros. Alors explique-moi. En fait, c'est pas bien. C'est un gros problème. Alors explique-nous justement, qu'est-ce qui se cache, parce que c'est ça qui est intéressant au-delà de l'anecdote, c'est qu'est-ce qui se cache derrière le management de super-héros, qu'est-ce qu'on décrit et en quoi c'était en partie une erreur. Alors il y avait plein de succès, mais pourquoi ça posait problème? C'était bien le sujet et que j'avais pas tout de suite compris. En effet, le management de super-héros, c'est qu'on est sur tous les sujets tout le temps. Et qu'on laisse pas de place à nos équipes. Et dans une période où justement on doit accompagner une croissance, et que au contraire il faut laisser de la place aux équipes, il faut être à leur côté pour qu'ils progressent dans tous les domaines. Un management de super-héros, c'est probablement le truc le plus contre-productif qu'il faut mettre en œuvre. Alors c'est difficile parce que c'est quand même gratifiant, hein, comme tu le ressens quand on te dit t'es un super-héros, tu vois. C'est ça. Merci, moi c'est Batman. Et en fait, c'est ça le problème, hein, c'est que c'est gratifiant de résoudre les problèmes. Et en fait, on se rend compte que ça fait pas évoluer les équipes. Ouais, c'est pas tant le fait d'avoir ce retour de manager super-héros, c'est que c'est plutôt gratifiant d'avoir cette position-là, d'avoir une équipe et des succès de croissance, on arrive à décrocher des marchés, on a des affaires qui se passent bien, mais en fait, on se projette pas du tout. Avec un management comme ça, et ça s'apprend de changer son mode de management, et c'était pas du tout gagné au début parce que ça faisait 15 ans que je travaillais comme ça. Oui, et puis t'avais 15 ans et ces 15 ans t'ont amené à avoir des très grands succès. Ouais. C'est tout le problème des super-héros, c'est qu'ils sont puissants, hein, c'est tout le problème de Batman, c'est d'ailleurs il est dépressif, hein, ce héros-là, parce que il est très très fort, très puissant, très riche, il résout des problèmes et il se rend compte qu'en fait il résout jamais le problème de la ville dans son ensemble, il ne résout que le problème du soir où il est intervenu. Ouais. Et c'est ça dont tu t'es rendu compte il y a quelques années maintenant. Ouais, exactement, et grâce à vous, en particulier grâce à Agathe, donc j'ai pu progresser. Mais encore aujourd'hui, c'est une vraie question parce que, alors, j'ai toujours été sur une activité de service, une activité de maintenance, où quand même régulièrement on a des gros coups de feu. Quand on arrête une usine, bien évidemment, il y a une grosse pression. Et cette gestion de crise, elle est quand même assez récurrente. Et pour moi, c'est toujours une question de se dire, bon, ok, au quotidien, voilà, comment j'ai fait évoluer mon management. Donc en effet, maintenant, je donne beaucoup plus de responsabilités. Mon rôle aujourd'hui, c'est plutôt de se concentrer sur donner de la vision, de la stratégie, puis d'accompagner mes collaborateurs. Mais pour autant, parfois, c'est la crise. Et donc là, il faut que je veux pas dire que je remette mon costume de super-héros. Je remets la cape. Mais il faut que je trouve le juste milieu de, on est en pleine tempête. À un moment donné, c'est bien d'avoir un capitaine et de s'aligner derrière juste le temps de la crise. Ça peut durer 1 heure, une journée. Une semaine. Vaut mieux pas une semaine. Mais vraiment trouver le juste milieu. Et ensuite, on redistribue les rôles et on revient à quelque chose de beaucoup plus stable et maîtrisé. Alors, je voudrais décortiquer un petit peu. D'abord, justement, quand on n'est pas en crise, est-ce que ça a été facile pour toi une fois que tu t'es rendu compte que ton mode ne pouvait pas convenir tout le temps, qu'est-ce qui a été difficile pour justement arriver à prendre un peu de hauteur et ne pas lâcher les chevaux en permanence? Là, je parle hors crise. Au début, quand c'était théorique, c'était très difficile. Ouais. Parce que, comme toutes les théories, la mise en pratique est compliquée. Parce que, bien entendu, on dit, voilà, il faut leur confier les projets, il faut leur faire confiance. Oui, sur le papier, ça marche. Et puis, quand les premiers projets sortent, c'est pas comme on voulait. Ouais. Et donc, il faut vraiment l'apprendre. Et ça, c'était pas facile pour toi. T'as eu des moments compliqués. Ouais, faut vraiment apprendre à être déçu sur les premiers retours. Et qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Toi, tu te mords la lèvre, tu fais comment t'as fait? Non, mais parce que c'est ça qui est important pour nous, c'est de savoir comment en vrai on arrive à ne pas replonger pour refaire le truc. Comment t'as fait? Je sais plus comment j'ai fait. En effet, je crois que les premières fois, je me mordais vraiment les lèvres. En vrai, je crois que les premières fois, j'allais courir le soir en me disant, ok, on va passer à autre chose. C'est pas grave, ça va prendre plus de temps. Et surtout quand on connaît pas encore le résultat, quand on n'a pas encore touché du doigt le résultat, c'est un peu un saut dans le vide. L'idée, c'est de faire confiance à ses équipes. Ouais.
globalement, je faisais confiance à mes équipes, mais là, il faut vraiment leur faire confiance. Non, mais c'est facile que sur LinkedIn, en fait. En vrai, c'est difficile. C'est ça. Et mine de rien, c'est pas des projets pour se faire plaisir. C'est des projets pour aller, encore une fois, décrocher une commande, réussir une affaire ou que sais-je. Donc on est dans l'industrie, on a des objectifs. Mais c'est pas un jeu, ouais. Et donc, il s'agit pas de se planter. Donc, il y a ce côté, c'est comme quand ton gamin, tu lui apprends à marcher, il faut lui faire confiance, mais t'es pas serein, quoi. Et, donc, toi, t'allais courir. Et petit à petit, t'as commencé à voir que ça marchait et tu t'es détendu par rapport à ça, ou il y a toujours des moments où il faut que t'ailles courir pour supporter ce Non, truc-là? ça s'apprend. Alors, ça s'est fait, je dirais, je pense qu'il m'a fallu quasiment une année complète pour vraiment apprendre ça. Entre la prise de conscience et le moment où t'arrives quand même à prendre du recul et à apprécier les choses telles qu'elles sont, même si elles sont pas comme t'aurais fait. Ça va, en fait, sur combien d'années de carrière? 20. 20, mais encore aujourd'hui, j'ai des travers, comme tout le monde, mais c'était vraiment. Mais il y a un vrai progrès, tu penses? Ouais. Et ce qui m'a aidé, pour le coup, c'est qu'à un moment donné, c'est que j'avais plus le choix. Ça, c'était. Trop gros, Ouais. En fait, il y a eu, et ça aussi, c'est très intéressant, sur le management de super-héros. Un super-héros, il a une mission. Et donc moi, j'étais là sur ma mission, et tout d'un coup, ma mission a complètement changé. Question de réorganisation dans la société, de changement de stratégie complète. Et là, moi, j'étais complètement perdu, et puis il fallait complètement changer notre organisation, et il s'agissait plus de faire ça tout seul. Et donc, j'avais plus le choix. Il fallait accélérer ça beaucoup plus rapidement que ce que j'avais pu imaginer en me disant, voilà, on va les accompagner gentiment. Non, j'y arriverai pas tout seul, donc... ça va se faire avec vous. Donc en gros, tu as eu une prise de conscience un peu avec Agathe, des premiers essais difficiles, mais tu commences à voir que ça paye, et puis par ailleurs une contrainte qui vient de l'extérieur qui fait que bon allez, vas-y Kevin, faut arrêter de tergiverser, fonce quoi. C'est un peu l'ensemble de ça qui a fait le manager que tu es aujourd'hui, quoi. Un truc qui m'a beaucoup aidé, c'était aussi un conseil judicieux d'Agathe, c'était d'exprimer ça auprès des équipes. Ah oui. En disant, écoutez, là, on a un sujet là, quand même assez majeur. Il va falloir qu'on se remette en question. On s'est déjà bien remis en question depuis 3 ans. On a eu pas mal de succès, mais c'est parfois dans la douleur. Mais là, on change complètement de braquet. Clairement, je vais pas y arriver tout seul. Et ça, on n'est pas habitué. Non. Moi, ça faisait 15 ans, ingénieur, un mec, en France. Il faut toujours qu'on sache tout. Enfin, tu connais ce problème-là. On nous apprend. Je suis pas ingénieur, mais j'ai le. On nous apprend à être comme ça. C'est toujours solide. Et en fait, non, là, je peux pas y arriver tout seul. Donc ça va se faire avec vous. Ouais, je suis d'accord. Moi, j'ai eu le même problème un peu super-héros d'être un consultant comme ça qui réussit les choses par moi-même et qui a du mal à déléguer. Et je sais pas si c'est comme ça pour toi. Moi, j'ai beaucoup de mal à laisser faire mes équipes quand je suis avec eux. Par contre, maintenant, avec le temps, et pareil, moi j'ai une quinzaine d'années d'expérience, j'arrive très bien à le faire quand je vais pas avec eux. C'est-à-dire, j'arrive très bien à les laisser aller tout seuls faire les choses. Par contre, quand je suis avec eux, j'ai un mal de chien encore à le faire, quoi. Je partage. C'est pareil. Ouais. Non, mais il faut être honnête. Alors, j'ai progressé, mais quand on est dans des séances de travail sur un certain nombre de sujets, on se fait toujours violence. Moi, je l'aurais plutôt fait comme si, mais vas-y, fais-le comme ça, pas de problème. Donc, c'est mieux de les laisser tout seuls. Et puis, en effet, d'avoir ce moment où il y a une restitution et on se met vraiment en mode coach, en mode. Alors, on est là pour vous aider à prendre du recul et pas vous dire comment faire. Ça, c'est vraiment. Mais ça s'apprend. Hein. Ouais, mais c'est pour ça que je pose vraiment ces questions parce que je sais qu'on est nombreux à avoir ce problème d'avoir du mal, d'avoir envie de déléguer comme ça et puis d'avoir du mal à le faire. Moi, j'essaye depuis des années et il y a encore des choses que j'arrive pas à faire. Enfin, il y a des moments où il faut pas y aller et voilà, on n'y arrive pas parfaitement, quoi. Alors ça, c'est le premier cas, c'est le cas, on va dire, ordinaire. Et tu nous parlais justement en mode crise, quand c'est compliqué, tu t'autorises à reprendre ta cape, pour aller résoudre un problème. Moi aussi, je fais ça. Comment tu détermines le niveau d'urgence? C'est quoi qui te fait dire là, il faut que j'y aille? Le problème, c'est que j'ai pas vraiment de règles. Hein. Ah ouais. Désolé, c'est pas la petite équation qui va bien. C'est con. Ouais, non. Non, mais je me doutais un peu, mais. Ouais, c'est bon. Il y a des sujets dans l'industrie qui sont des incontournables, notamment sécurité. Je veux dire, quand il y a un gros problème sécurité, là, il y a pas de sujet. Quand on arrête une usine. Là aussi, il n'y a pas trop de sujets. Après, c'est aussi d'essayer de capter si c'est un réel besoin de l'équipe. Donc, il y a une question d'un peu d'intelligence émotionnelle qui n'est pas évidente. Est-ce que c'est quelque chose qui va plutôt les brider ou au contraire sur lequel ils vont pouvoir s'appuyer pour gérer la crise? Et donc, c'est
Bah, c'est bien connaître ses équipes. Hein. Ouais. Si à un moment donné tu les connais pas bien, t'as du mal à mesurer ça. Donc c'est un peu un mix de tout ça. C'est bon, il y a des trucs, tu te poses pas la question parce que c'est un incontournable. Ouais, il faut c'est y tellement aller. évident que tu vas. Je suis Voilà. d'accord. Pour d'autres, c'est aussi comprendre s'ils en ont besoin ou pas. Moi, il y a un truc que je fais un peu, mais j'avoue que c'est à double tranchant. Je sais pas si tu le fais toi. Moi, dans ces cas-là, par exemple, je vais leur demander leur avis, toi, en leur disant, bah écoutez, j'ai libéré mon agenda Oui, pour pouvoir ça. venir vous aider. Ouais. Vous décidez si vous venez ou pas. Mais je trouve que c'est à double tranchant parce qu'à la fois c'est bien parce que ça les met en machin, mais ça leur donne beaucoup de responsabilités, je trouve aussi. C'est Ouais, de temps en temps, je fais ça. En gros, je suis à disposition. Vous m'appelez si vous voulez. C'est pas évident parce que, bah déjà, je pense que tout le monde n'ose pas. ouais, c'est Toujours. clair. Ouais, c'est clair. Ils savent pas si on a un truc préféré dans la tête. Ouais. Et Et c'est ça, c'est que, bah, en gros, tu me demandes de prendre la décision à ta place. Je le fais quand même. Hein. Ouais. Mais je trouve que c'est pas très confortable pour eux quand même. Des fois, c'est bien aussi si le patron il sent que ils ont besoin d'aide. Et encore une fois, ça doit se faire sur un temps court. Si ça commence à s'installer, bah du coup, on revient ouais, dans le au travers système du du super-héros super-héros. qui agit lui-même et qui fait pas grandir Voilà. les autres. Ouais, non, je suis d'accord. Il faut trouver ce truc. Moi, j'en profite. Tiens, je dis à mes équipes, quand je vous propose les deux me vont. Hein. Tu peux leur dire. Hein, il faut leur dire. C'est là. Ils vont, Ouais. pareil. Pour toi. Ils commencent à me connaître, donc je pense qu'ils sont au courant. Ouais, n'hésite pas parce qu'ils vont voir la vidéo. Non, mais c'est sûr qu'il y a un réglage comme ça. Puis on n'est pas parfait. Il y a des fois où on y va. Enfin, moi, je sais qu'il y a des fois où j'y vais que je devrais pas y aller. Il y a des fois où j'y vais pas et je me dis merde, j'aurais dû y aller. Le truc, Ça reste un peu imparfait, quoi. Ouais, ce que je fais, mais souvent, probablement pas assez régulièrement, mais c'est que je leur demande un feedback. Quand on a géré une crise, je leur dis, bon, alors voilà comment on a géré le truc. Je leur fais un feedback. On se fait un feedback global. Est-ce que chacun était bien dans cette crise-là? Est-ce qu'il était à la bonne position? Est-ce que vous vous êtes senti pas en difficulté soutenu et en voilà. même temps responsabilisé? Exactement. Et j'ai toujours ce souci, cette petite voix quand même derrière de la gars qui me disait non, pas Batman, ça marche pas. Donc quand même, et donc j'aime bien redébriefer systématiquement en me disant, enfin avec eux, est-ce que le curseur était au bon niveau, quoi. Je voudrais qu'on parle d'une expérience que tu as fait chez FIV Maintenance à propos du rôle des experts. Il y a peut-être une transition parce que parfois on dit est-ce que tout le monde peut être manager? Peut-être pas que tout le monde peut être manager à cause de la discussion qu'on vient d'avoir. Ouais. Et donc il y a des gens qui sont faits pour rester des super-héros, et en tout cas des gens qui sont des experts de très haut niveau, et notamment dans des métiers comme le tien, extrêmement techniques. Et ce qui va m'intéresser, c'est que toi tu as créé avec ton équipe évidemment, chez FIV Maintenance, une filière expert vraiment très très valorisée. Ouais. Alors pourquoi tu l'as fait et comment t'as fait et est-ce que ça marche? Alors pourquoi je l'ai fait? Ça fait globalement plus de 15 ans qu'on voulait lancer ça, et comme plein de bonnes idées, on n'a jamais assez de temps pour le faire. Parce que en fait très rapidement dans l'industrie, je me suis rendu compte que et ça c'est, en 2010, c'était vraiment très très marqué comme phénomène. Les experts, on leur proposait dans toutes les industries des postes de manager. Putain, mais nous on passe notre vie à rencontrer des managers qui devraient pas l'être. Hein. Ils sont pas heureux de l'être d'ailleurs. Non, en fait, et puis globalement, les industriels se tirent 2 balles dans le pied parce que l'expert ne fait plus ce pourquoi il était bon. En l'occurrence son travail d'expertise, et on le positionne sur un poste de manager parce que dans le schéma des RH, ça lui permet d'être augmenté, parfois d'avoir des avantages tels que la voiture ou que sais-je, et donc on se pose pas de questions, on le pose sur un positionnement de manager. Ouais, c'est le seul moyen de reconnaissance qu'on a en fait dans la plupart des usines. Donc le meilleur technicien, qu'est-ce qu'on a pour lui? Agent de maîtrise. Ouais. Parce qu'on n'a rien d'autre en fait et qu'on a envie de le féliciter, ça part pas toujours de mauvais sentiments. Et puis je pense que beaucoup de managers qui suivaient ça se posaient pas trop la question. C'était un peu le Graal pour eux, en se disant voilà, tu vas pouvoir être chef d'équipe, tu vas pouvoir être bref. Et ceci dit, il faut vraiment faire attention à ça, parce que moi, c'est la phrase la plus commune que j'ai quand je rencontre un patron de site. Il me dit mes managers de terrain sont tous des anciens techniciens et donc sont pas tous faits pour être managers. Ouais. Cette phrase là. Ouais. Je me la mets dans la tête, je sais que je vais la revoir. Hein, Et puis, enfin, il y a un gros sujet quand même, c'est que c'est pas toujours les managers, mais surtout, ils ont pas toujours envie de manager. Ah mais non. Mes meilleurs experts, clairement, quand ils me parlent de management, j'ai pas envie de faire de social. Ok,
t'as tout dit. Si pour toi le management c'est faire du social, ne fais pas de management. Il faut quand même aimer un peu ça et c'est clairement pas du social, au contraire. Donc non, c'était une vraie ambition depuis très longtemps et en fait on a eu il y a 2 ans j'ai retrouvé un de mes anciens avec qui j'avais travaillé et sous son impulsion au niveau recrutement et gestion des talents, on a lancé cette filière d'experts chez FIV Maintenance. Ouais. Alors, donc ça, c'est la raison pour laquelle vous l'avez fait. Comment vous avez fait alors? C'est quoi les grands principes? Comment ça marche? Ce qui était très important pour nous, c'est que c'est de la saveur, de la valeur. Vraiment que le poste d'expert chez FIV Maintenance, il brille. Parce que pour notre business, l'expertise, c'est très très important. On est sur des activités très techniques. Il faut être assez réactif. Et donc voilà, il fallait vraiment que c'est de la valeur. On a dressé déjà une échelle. Donc il y a 3 niveaux d'experts. Et ensuite, on a organisé tout un processus pour nommer les experts. Pour faire simple, il y a des différents sites qui peuvent, donc les différents managers de sites qui peuvent mettre en avant des techniciens pour passer devant le jury d'experts. Et donc, ils ont déjà tout un truc à remplir sur c'est quoi son parcours, c'est quoi donc son domaine d'expertise, avec un petit mémoire. Et ensuite, il y a un passage en soutenance devant le codir et devant l'expert métier. Donc, en gros, si je suis technicien chez FIV Maintenance, donc je rentre chez vous, je suis évidemment pas expert, je travaille chez un client. Exactement. Ça se passe bien, j'aime le métier, je commence à apprendre plein de choses. À un moment donné, au bout de quelques années, mon manager se dit, lui, il a un profil d'expert. Exactement, ouais. Et à ce moment-là, on rentre dans ce processus pour se faire valider expert, c'est ça? Exactement. Ouais, c'est soit le manager, soit le technicien qui peut lever la main auprès de son manager en disant j'estime pouvoir peut-être être expert, niveau 1, 2, 3. Et en effet, il passe les différentes étapes que je viens d'évoquer. Ça ressemble un peu à des soutenances de thèse, en fait. Quelque part, il y a un truc dans le décorum que vous avez choisi, il y a un peu ce truc un peu officiel. On voulait que ce soit comme ça. Ouais, ça ressemble à ça, ouais. Ouais, on voulait que ce soit comme ça, vraiment pour marquer les esprits et encore une fois pour que c'est de la saveur et de la valeur. C'est-à-dire que c'est pas parce que y a certains managers qui disent moi, pour le promouvoir, j'aimerais bien le passer expert. Ouais, ok. Puis si on faisait ça comme ça entre deux portes, il y a pas d'intérêt. Et puis aussi pour avoir quand même parce que on est 650 chez FIV Maintenance, à un moment donné, il faut pouvoir comparer parce que certains managers estiment que leurs techniciens sont experts, en fait par rapport à d'autres pas forcément. Donc il faut quand même un truc un peu institutionnel et une bonne référence. Oui, pour que ça garde de la valeur, comme tu disais. Voilà. Faut que ça garde de la valeur. Donc du coup, je passe ma soutenance et mettons que je sois validé par mes managers, mes pairs et tout ça. Exactement, manager, pair et codir. C'est très large. Donc je deviens expert officiellement. Ouais. Qu'est-ce que ça change pour moi? Alors il y a un truc extraordinaire, c'est qu'ils ont un écusson. Ça change que ça. On a fait tout ça pour avoir des écussons. Donc, okay. Donc ça commence par un écusson sur la blouse. En fait, mais pourquoi pas? Je rigole, mais pour moi le signe distinctif dans l'équipe, elle est très importante. C'est un peu le brassard de capitaine. Ouais, ou c'est la même chose chez les scouts. Tu sais, on a les petits, les petits labels qui te permettent de montrer que tu as fait quelque chose. Voilà. Et voilà qu'ils en retirent une certaine fierté. De ce poste d'expert. Et puis ensuite, ce qui était important pour nous aussi, c'est qu'il soit valorisé au même titre que les meilleurs managers chez nous. Donc c'est le salaire, c'est les conditions. Donc il y a des voitures de fonction, des choses comme ça. Et ça c'est très important. On fait une cérémonie une fois par an avec l'ensemble des nominations des experts et on les met en avant très régulièrement dans l'année auprès de différents sites. Encore une fois pour promouvoir les différentes sessions d'experts. Donc j'ai mon petit badge qui fait que je suis reconnu auprès de mes collègues. Ouais. J'ai des avantages qui montrent que c'est une vraie progression dans l'entreprise. Oui, il fallait pas que ce soit que théorique. Ouais, bien sûr. Et est-ce que j'imagine que aussi mes responsabilités changent. Est-ce que j'ai des tâches à mener maintenant que je suis expert que j'avais pas avant? Est-ce qu'on m'attend sur des nouvelles choses? Ah oui, et c'est d'ailleurs ça fait partie de la soutenance. On va pas chercher que la technique. On va aussi chercher le comportement, comment ils se positionnent par rapport aux valeurs de la société. Ils vont représenter les valeurs de FIV Maintenance auprès des techniciens, auprès des clients. Donc c'est très important qu'ils puissent incarner ça. Donc ils ont un certain nombre de missions et notamment de porter les valeurs, de former
Ouais, la il travaille transmission, c'est ce que beaucoup je pensais, sur la formation. Et puis, comme on est amené quand même à beaucoup recruter, aussi, il nous aide à bien référencer le niveau de compétence des nouvelles recrues et de voir comment on peut les accompagner aussi pour qu'ils arrivent au bon niveau. Ils ont un petit dossier de mission quand même. Et ça, c'est quelque chose qu'on annonce dès le début, lorsqu'ils se présentent, pour encore une fois incarner leur poste d'expert. Alors, pour aussi que j'ai une idée du volume avec lequel vous faites ça, tu disais il faut pas que ce soit trop souvent pour que ça ait de la valeur, il faut pas que ce soit trop rare pour que ça existe quand même dans l'entreprise. Là, ça fait 2 ans que ça existe. Ouais. Combien d'experts vous avez validé? Combien ont le badge aujourd'hui en 2 ans? 15. Ouais. Ah ouais, c'est quand même très sélectif. Ouais. Ah, ça fait que 2 ans. Ouais, mais c'est comme... Non, mais sur 650, c'est quand même très sélectif. Ouais. Ah ouais, ok. Le master expert, donc c'est vraiment le niveau le plus haut. On en a, j'allais dire, 1,5 parce que ils sont 2, mais il y en a un qui va partir à la retraite. Ouais, c'est très sélectif. C'était aussi quelque chose de très important parce que donc la maintenance, c'est un métier pénurique et donc on a un gros travail de rétention de notre personnel. Et ce sujet de monter donc un parcours d'expert, c'était aussi un moyen d'avoir de la rétention chez FIV Maintenance en disant non seulement parce qu'on a une école de formation chez nous, vous pouvez être formé chez FIV Maintenance, mais vous pouvez aussi prétendre à un parcours d'expertise, mais pas n'importe lequel. C'est pour ça que encore une fois, on a mis en place tout ce processus. Il fallait vraiment que c'est de la saveur. Parce que, en gros, quand on commence à être expert chez FIV Maintenance, on fait partie des meilleurs maintenanciers de France, donc du monde. Ouais, au minimum. Putain, non, mais je vois la logique. C'est hyper intéressant. Après, moi, je trouve qu'il y a vraiment la vraie question combien il y a de personnes. Il faut évidemment avoir les compétences. Pour moi, c'est une vraie question stratégique parce que si vous êtes vraiment trop peu nombreux, ça devient théorique. Maintenant, je suis d'accord que si aujourd'hui tu m'avais dit il y en a déjà 60, je dirais attends 10% en 2 ans, mais ça veut dire que tout le monde est expert dans 5 ans. Non. Donc il faut trouver le juste milieu. Mais c'est intéressant. C'est une question qu'on se pose régulièrement. On en veut pas trop, parce que sinon, ça n'a plus d'intérêt. Un de nos axes stratégiques, c'est vraiment de devenir la filière d'excellence en maintenance industrielle. Et c'est les premiers à incarner ça. Et donc, il faut vraiment qu'ils aient un très bon niveau. Faut pas que ce soit au rabais. Mais même pour eux, d'ailleurs. C'est comme d'ailleurs une thèse. Pour avoir le badge docteur. Très bon point. Faut taffer, quoi. Et puis, quand par exemple un master expert, il veut pas avoir un autre master expert avec un niveau moyen. Ouais, je suis d'accord. Parce que sinon ça marche pas. Il est plus autant valorisé. Donc il y a une grosse compétition entre eux, assez saine. Oui, parce que t'as pas un numerus clausus non plus. C'est-à-dire qu'en fait, si t'en as 2 qui ont les compétences pour le devenir et tout pour le devenir, vous mettez les 2. Exactement. Ouais, c'est important. Faut pas que ce soit un concours. Il faut que ce soit au sens avec vraiment une barre et un nombre. S'il y en a 2 de plus, il y en a 2 de plus. Tant mieux pour vous, quoi. Ouais, exactement. Ah non, c'est hyper intéressant. Les gens de Staub qui vont regarder cette vidéo, je pense que c'est ça qu'il faut faire chez vous. Staub, tu sais, c'est la boîte qui fabrique les cocottes. C'est très très technique, magnifique, et notamment l'émail est un métier extrêmement spécifique et très peu enseigné. Et donc moi je leur dis, il faut que vous ayez des filières experts pour valoriser ce savoir-faire extraordinaire que vous avez dans le nord de la France. Donc je pense qu'il y a pas que eux, mais je pense qu'il y a des choses à prendre chez toi. Ouais, on n'est pas les seuls à faire ça. Non, j'imagine, mais c'est pas si fréquent. Loin de là, mais je fais beaucoup d'usines, j'ai pas tant vu de choses aussi structurées que ça. Mais je pense que ça va évoluer. Bon, on connaît un peu le monde industriel, enfin en tout cas comment il a été chahuté ces 20 dernières années. On sait aussi que là, ces derniers temps, l'industrie revient un peu au goût du jour, ce qui est très très bien. D'ailleurs, le leitmotiv de FIV, c'est faire aimer l'industrie. C'est pas pour rien. Et je pense que dans les usines, les managers, les patrons se rendent compte à quel point leur expert était important. Ils avaient globalement un peu perdu ça de vue. Pour plein de raisons, mais il n'empêche que maintenant qu'on veut retrouver des usines en France, que les usines doivent produire plus, vers qui on se retourne, c'est pas vers le col blanc, c'est le gars qui maîtrise sa machine. Et ça, on avait un peu perdu ça, on est en train de le retrouver, et je pense qu'on aura de plus en plus des experts valorisés dans les usines. En tout cas, j'espère. Ouais, je pense effectivement, moi je suis d'accord avec toi, je pense que c'est plutôt un mouvement qu'on va avoir.
avec les pénuries de ressources, déjà, on va devoir valoriser ça. Et puis même, effectivement, l'industrie, justement, si on veut une industrie moderne, qui soit plus économe, plus écologique, plus différente, on va en plus avoir besoin de s'appuyer sur des gens qui connaissent très très bien le métier. On peut pas continuer à prendre des gens qui connaissent très bien le métier pour leur faire de la com. Moi, j'avais un exemple comme ça d'un ami chimiste très très haut niveau, et on lui a fait faire des trucs à la con parce qu'on n'a pas su lui dire mais t'es le meilleur chimiste parmi nous, on a besoin de toi pour moderniser nos usines. En fait, on a besoin d'eux pour moderniser les usines, on n'a pas besoin d'eux pour aller faire de la com ou des machins. Ouais, c'est entièrement d'accord. Et c'est d'ailleurs, tu te posais la question des difficultés qu'on a rencontrées. Il y a quand même un changement de mentalité à instaurer, hein. Parce que comme on avait ce travers-là de les promouvoir à chaque fois chef d'équipe, en fait le changement de mentalité chez FIV maintenant, c'est de se dire on arrête de se retourner vers les experts pour leur faire à tout et n'importe quoi, des plans de com comme tu dis, non, le gars, il faut qu'il soit 100% focus sur son expertise, et c'est à la société de s'organiser pour que tout ce qui est autour ne perturbe pas son expertise. C'était pas évident au début parce que c'était c'est bon, c'est une princesse, machin. Ouais, bien sûr. Enfin, il faut pas le considérer comme une princesse. Non, mais il faut qu'il ait des responsabilités. En fait, ce qui compte, c'est qu'il ait des responsabilités. S'il n'a pas de responsabilité, je suis d'accord, c'est pervers. Mais s'il en a, c'est OK. Mais c'est ça, c'est qu'à un moment donné, ces gars-là, excuse-moi, pour le moment, on n'a que des gars. Ouais, je rêve d'ailleurs d'avoir une femme expert, mais quand ils arrivent sur une machine, là où un technicien de maintenance moyen va mettre 1 heure, 1 semaine, le gars, il est beaucoup plus efficace. Et en plus, il va partager son savoir-faire avec l'équipe. Oui, ça, c'est sa responsabilité. Oui, et donc on est gagnant-gagnant. D'organiser ça pour que l'expert puisse être le plus efficace possible, c'est très important. Et dans notre organisation, c'était pas encore assez intégré. Oui, je comprends pas pourquoi il a pris une voiture pour traverser la France, ça coûte cher. En fait, c'est de lui dont on avait besoin sur cette panne-là. Et ça nous va très bien. Et on a gagné 2 jours, et ça nous fait économiser beaucoup plus que les tickets de péage. C'est ça. Et non, mais ça, c'est très très important. Et pour moi, la clé, si vous avez peur de faire ça et de vous dire mais je vais avoir des princesses qui ont des voitures, des salaires, un badge et rien d'autre, ça peut pas être des privilèges. Ça doit aller en face d'une responsabilité. Bien sûr. Et d'une attente qu'on a vis-à-vis d'eux. Mais comme un docteur en physique, un docteur, on attend de lui qu'il transmette des choses un petit peu plus costauds qu'un professeur classique. Et c'est ça. Et c'est un peu le contrat. Alors, plus que moral parce qu'on se l'écrit, mais et puis tu les payes pour ça, les mecs. C'est ça, c'est que c'est plus que moral, on crante, on n'est plus du tout au même niveau, donc voilà ce qu'on vous offre et voilà les conditions dans lesquelles vous allez évoluer. Par contre, voilà vos responsabilités. Donc, et ils le savent quand ils font leur soutenance, j'imagine. Ils savent. Exactement. Ils y vont pas, c'est pas surprise les gars. Non. Il y en a qui vont tenter. Peut-être, mais il faut que ce soit extrêmement clair. Je suis d'accord. Ouais. On attend, mais c'est pas. Je pense que c'était aussi un des freins quand on a pensé ça en se disant mais pour le coup ils vont se considérer comme des princesses, ils vont être hors sol, ils vont pas se rendre compte de leur responsabilité. C'est vrai que ça pouvait être un risque, mais en fait on se rend compte qu'à partir du moment où on se le dit, parce que ça fait partie du deal, les gars ils prennent ça très sérieusement. Et ils traversent la France pour aller résoudre le problème, ils sont heureux de le faire. Et ils sont très fiers de le faire. Ouais. Et c'est pas je profite du système pour être expert dans une société. Non, ils sont très très fiers de faire ça. C'est très valorisant. C'est chouette. Et est-ce que tu as ressenti du côté manager pour le coup des jalousies, des craintes, de la timidité vis-à-vis des experts? Est-ce que c'est quelque chose qu'il a fallu gérer côté management en disant mais comment je vais manager ces gens-là? Ça, je dirais que ça a été c'était mon appréhension. Oui, non, mais c'est logique que ait cette appréhension. Et en fait, ça a tout simplifié. Parce que de gérer ces fameux experts avant cette organisation-là, c'était très compliqué parce qu'ils n'avaient pas le statut d'expert. Et donc, ils étaient déjà experts en fait. Ils étaient déjà experts. Et finalement, ils avaient des espèces de passe-droit parfois un peu underground. Et donc pour les managers, c'était bon. Tu fais comme ça, mais c'est pas vraiment dans les règles de l'art, ça respecte pas toutes les procédures de la société. Là, on a tout officialisé. Donc à manager, c'est beaucoup plus simple. Oui, parce qu'on n'a pas l'impression de privilégier quelqu'un pour des raisons obscures. Exactement. Non, il a le badge. Ouais. Donc lui, il peut passer tout le contrôle, beaucoup plus rapidement que les autres parce qu'il a ce statut d'expert. Et en effet, c'est quelque chose que j'appréhendais et ça fait partie des bonnes surprises. Ah ouais, c'est cool. Ouais. Hyper intéressant. Donc évidemment, vous continuez. Ah oui. Il y a une prochaine soutenance bientôt. Alors on en fait, c'est en juin. Ah, vous faites par comme des classes un peu des. D'accord. Et il y en a combien par exemple en juin là qui se présentent? Ouais.
Eh ben écoute, pour l'instant, je crois qu'on en est à 4 qui se présentent, sachant que c'est pas terminé, donc on en aura peut-être plus que ça. Donc on va peut-être on va approcher les 20 experts chez FIV Maintenance. Oui, sachant que on peut dégrader le statut. Oui. Ah oui, parce que ça c'était aussi, ça faisait partie du deal de départ. Dégrader en enlevant le salaire. Allez. Non, mais il peut passer de master à middle ou des choses comme ça. Et notamment, on tient beaucoup au comportement. D'accord. C'est-à-dire que à un moment donné, un expert qui véhicule plus les bonnes valeurs, qui a plus le bon comportement, on veut pas qu'il tienne ce statut de master expert. Et ça, c'est important. Donc il gardera son salaire, mais il aura pas les mêmes écussons. C'est incroyable. C'est vraiment très exigeant votre truc. Et donc tu as une classe par an. C'est tous les mois de juin. Ok, d'accord. Donc il faut se présenter pour la promotion. Là, c'est la promotion 2023 là qui est dans 2 mois. Exactement. Ouais. Et c'est marrant parce que au début, on a eu du mal à avoir des candidatures. C'était fou. On s'attendait à avoir plein de candidatures, mais non, il a fallu pousser les managers, certains techniciens. Et là, les gens n'osaient pas. Les gens n'osaient pas. Et là, à l'inverse, ils commencent un peu à se battre, quoi. J'étais sur un site la semaine dernière à dire. Il faut attendre juin pour passer devant le jury. Moi, je suis sûr qu'il est expert dès aujourd'hui. Probablement. Sûrement. Probablement. Il n'y a pas de raison que tout le monde passe expert en juin. Mais c'est intéressant, comme je trouve dans une promotion d'école ou d'avoir des promotions, peut-être dans l'avenir vous en ferez peut-être 2 par an, mais en tout cas qu'il y ait une logique de promotion, d'attente, de trucs. Moi je trouve ça pas malsain. Il faudrait pas attendre 10 ans parce que ça n'a aucun sens, mais que voilà, qu'il y ait un peu la cérémonie, etc. C'est chouette, ouais. Ah, hyper intéressant. Bon, bah écoute, Kevin, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour de ça. Je trouve que c'est vraiment intéressant pour tous ceux qui n'ont pas de filière expert. On peut prendre des idées là-dedans, puis après faites votre petite cuisine. Et puis si vous avez d'autres systèmes, dites-nous en commentaire comment vous faites, et ça enrichira l'expérience de Kevin. Avant de se quitter, qu'est-ce que tu dirais toi, un manager qui démarre de sa vie de manager, pour le coup, pas expert? C'est quoi le conseil que tu lui donnerais là, la seule chose, toi, le petit conseil de Kevin à un manager qui démarre? Elle est horrible cette question. Oui, mais je la pose à chaque fois, c'est pour voir. Comme ça, je me fais une petite collection de petits conseils. C'est important quand même, justement, la transmission qu'il faut être extrêmement humble. C'est d'ailleurs le conseil que je donne régulièrement à mes managers. Il faut toujours se remettre en question. C'est pas du tout une science exacte. Je sais pas si on peut faire le parallèle avec l'éducation des enfants, mais il y a plein de bouquins, il y a plein de théories. Il y a des gens, des fois, très impressionnants, très intelligents qui vous parlent de management. Tout ça, c'est de la théorie. Il faut toujours se remettre en question en fonction des situations, bien entendu, des personnes qu'on a à manager. Donc, non, c'est vraiment beaucoup d'humilité de régulièrement se remettre en question. Et puis de partager. Le faire en vrai, c'est beaucoup plus difficile. C'est pour ça qu'on fait l'émission comme ça et qu'on l'a appelé comme ça. Parce que c'est tellement facile de dire il faut être leader, machin, sur LinkedIn. En vrai, le construire, c'est compliqué, quoi. On en voit plein d'images sur LinkedIn. C'est quoi un bon manager? C'est quoi les bons leaders? Enfin, ok, ça c'est de la théorie. Il y a beaucoup pour moi, je trouve, il faut très régulièrement se remettre en question, mais en échangeant, en faisant beaucoup de feedback avec ses équipes, avec son chef, bien entendu. Savoir manager son chef aussi, c'est un vrai sujet, ça. Et donc, non. Se remettre en question, beaucoup d'humilité. Oh bah très bien, on va terminer sur ce bon mot, Kevin. Alors, vous pouvez retrouver Kevin Pierre-Émile en 3 prénoms, parce que c'est martiniquais, c'est ça? Oui, pour s'en souvenir, mon nom de famille, c'est martiniquais, ça se voit tout de suite sur le je suis moitié martiniquais, moitié normand, donc je suis plus normand que martiniquais. Donc Kevin Pierre-Émile, je pense que on peut te retrouver sur LinkedIn. Oui, donc si vous voulez voir un peu plus précisément son parcours. Et puis sinon, nous, on va se retrouver dans les prochaines semaines pour de nouveau le faire en vrai avec des managers toujours différents et toujours humbles, parce qu'effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est leur point commun. À bientôt.